Renaud Père, vice-président de la métropole du Grand Lyon, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à vous d'être aussi chaleureux, aussi enthousiastes aussi, ça nous est nécessaire. J'honore le rendez-vous que je vous ai fixé pour la mi-janvier. Je le fais ici, depuis cette ville de Lyon, ville jeune, diverse, complexe, fraternelle, comme beaucoup d'autres villes de France, et comme beaucoup d'autres aussi, campée dans une histoire, une identité territoriale, une identité culturelle, marquée par l'histoire. Ici, une histoire forte, longue, l'histoire sociale des canuts de la Croix-Rousse, qui donne encore aujourd'hui chair et sens à la République démocratique et sociale. Ville de science et d'énergie, c'est un territoire qui, à sa façon singulière, illustre les communs et les possibles. Nous sommes ici parce que le pays s'interroge. Sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone, les Outre-mer, je vois, j'entends les colères face aux inégalités, aux injustices, aux discriminations, sur lesquelles parfois viennent se poser des paroles de mépris. La pandémie a révélé des souffrances, une souffrance sociale qui a frappé toutes les générations. Nous aurions pu devenir fatalistes. Mais en même temps, je vois ces espoirs obstinément entretenus. Je vois ces finesses de survie, parfois cette économie de la débrouille, ces solidarités spontanées qui permettent encore de tenir. À nouveau, j'ai parcouru le territoire, je suis allée à la rencontre des Françaises, des Français, de vous, à Marseille, cette ville fière et ardente, à l'occasion de l'hommage rendu à Gaston Crémieux, communard de Marseille, héros fusillé en 1871. Puis à Saint-Denis, l'une des plus jeunes villes de France, avec sa vitalité, son énergie. À Vierzon, où j'ai rencontré le personnel hospitalier, à l'image de ces soignantes et ces soignants qui, sur tout le territoire, montrent un dévouement sans faille et conservent la joie de faire, d'accueillir, d'aider, de soutenir aussi bien le personnel médical que le personnel paramédical. Ensuite, je suis allée dans l'Ariège, au pied des Pyrénées, dans une ferme biologique, chez des pionniers de la transformation de l'agriculture, qui se battent et qui subissent les conséquences d'un manque d'anticipation politique. À l'heure où je vous parle, le glyphosate, vous le savez, est encore autorisé dans notre pays et en Europe. Puis, je suis allée à Carrières-sous-Poissy, rencontrer des enseignants, des personnels qui s'occupent des activités périscolaires, et qui font des miracles au quotidien, dans un grand désordre d'ordres et de contre-ordres. Je suis allée à Bondy soutenir une liste d'Union de la gauche. C'est là d'ailleurs que j'ai déclaré que je reconnais les règles de la primaire populaire et que j'en reconnaîtrai le résultat. Je suis allée à Nantes sur toutes ces thématiques qui sont pour moi des thématiques prioritaires, celles que je viens d'énoncer. Et à Nantes, sur les violences contre les femmes, en particulier contre cette classe d'âge des 16-24 ans, sur l'égalité professionnelle aussi. Puis à Rennes, rencontrer ces personnels des métiers du soin, les personnels des professions sociales et médico-sociales, les métiers du bien-être, les métiers de la solidarité, de l'attention aux autres. Et puis aussi, je suis allée à Cayenne. Je vous en ai ramené quelques belles images pour les jours de blues. Mais ça, je le dis à voix basse parce que je sais que dans tous les territoires, il y a de belles images. Et là, partout, à chaque fois, les Françaises et les Français m'ont dit leur exaspération, leur désolation,
et de temps en temps leur désespoir. Et pourtant, l'espoir est là, il tient. Et c'est pour cela que je veux prendre ma part, toute ma part, contre la démoralisation, contre les discours de haine et les propos belliqueux, pour que nous puissions affronter ensemble les anciens périls, c'est-à-dire les risques de dislocation sociale, et aussi les nouveaux défis, la nécessaire et urgente transition écologique. Les colères qui nous font descendre dans la rue, occuper les ronds-points, sillonner les boulevards, parfois stationner devant une grande institution comme la justice. Ces colères ne sont pas un exutoire de notre mal de vivre. Ces colères sont au contraire une exigence de justice, le refus de la condescendance et une appétence pour la démocratie. Et je m'engage auprès de vous, parce que je partage avec vous l'aspiration à un autre mode de gouvernement. Nous voulons un gouvernement qui sache écouter et décider en clarté et en responsabilité. Nous voulons un gouvernement qui sache mobiliser nos capacités au lieu de nous infantiliser. Nous voulons un gouvernement qui sache dialoguer au lieu de moraliser et de caporaliser. Je suis allée à la rencontre des Français, oui, de vous, du mouvement associatif, des syndicats de salariés, de vous, de nous, dans nos vies quotidiennes. Le jugement est sévère contre la verticalité du pouvoir et contre l'absence de dialogue social. Il nous faut donc revigorer notre démocratie. Il faut que le prochain quinquennat, fasse le pari radical d'un gouvernement mieux adapté au XXIe siècle. Il nous faut revigorer notre démocratie en réhabilitant le Parlement, en contrôlant l'action du gouvernement et en veillant à la séparation réelle, effective des pouvoirs. Nous en sommes capables parce que je suis impressionnée par la volonté d'agir, par cette maturité démocratique qui nous est précieuse et qui est une chance pour renouveler le contrat social dont nous redéfinissons le contenu. Nous sommes trop éduqués, trop instruits, trop cultivés, trop actifs pour nous accommoder plus longtemps encore d'un possible usage des institutions comme instrument d'un pouvoir personnel. Nous allons introduire l'expression citoyenne dans tous les débats publics, dans tous les sujets prévus à l'article 11 de la Constitution. Nous allons faire en sorte que les conventions citoyennes dont le statut devra être stabilisé participent avec le référendum d'initiative citoyenne à faire monter dans les institutions les sujets de préoccupation populaire dont les institutions ne se seraient pas saisies. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République. Bravo! 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 Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Nous ferons ensemble, d'abord pour renforcer la puissance publique, pour rendre l'État plus attentif, plus attentionné, plus juste, plus efficace. Je sais les besoins d'un État fort. Je sais la nécessité de répondre aux missions régaliennes. Je sais qu'elles peuvent être lourdes. Oui, j'étais garde des Sceaux, ministre régalienne, lorsque nous avons dû affronter les attentats les plus meurtriers de notre histoire.
Ces attentats revendiqués au nom d'un islamisme radical. Oui, je sais ce que c'est que de se retrouver dans un conseil de défense, de prendre des décisions lourdes, difficiles, d'être préoccupé, obsédé par la sécurité des Françaises et des Français, mais aussi par l'attention nécessaire pour entretenir, maintenir notre cohésion. Être attentif à préserver les citoyennes et les citoyens qui se trouveraient plus exposés. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le deuil. Certaines et certains ont encore des difficultés à faire ce deuil. Il nous faudra donc, oui, donner à l'État, à la puissance publique, les moyens d'assumer ses missions régaliennes, y compris dans les situations les plus critiques. Et il nous faudra satisfaire à quelques grandes priorités. D'abord pour la jeunesse, l'émancipation de la jeunesse, faire en sorte qu'à l'âge de la majorité civique, la jeunesse puisse accéder aussi à une majorité sociale. Il faut que nos jeunes puissent faire des études, parce elles sont notre avenir. Or, aujourd'hui, 46% des jeunes sont obligés de travailler pendant leurs études. Nous veillerons à ce qu'ils soient en capacité de se consacrer à leurs études, en leur allouant un revenu de 800 € par mois pendant 5 ans, de façon à ce qu'elles puissent étudier et mettre tout leur talent au service de notre avenir. C'est le premier grand axe de mes priorités. Le deuxième, c'est la justice sociale. Et d'abord, évidemment, les bas salaires, qu'il faudra revaloriser. Le SMIC aussi, qui doit passer à 1 400 € net. Il faudra regarder l'échelle des salaires dans toutes les entreprises. Je convoquerai donc une conférence sur les salaires, sous mon autorité, directe, et m'assurer que les entreprises qui ne veulent ni négocier, ni revaloriser les salaires, ne puissent plus disposer des aides publiques, ni des exonérations de cotisations. La justice sociale, c'est la justice fiscale. Nous avons vu des fortunes exploser ces dernières années. Et certaines échappent même à l'impôt, acte de rupture républicaine s'il en est. Mais d'une façon générale, elles cotisent moins. Alors que la classe moyenne contribue à 40%, ces grandes fortunes, lorsqu'elles contribuent, c'est en général à 15%. C'est inadmissible. Nous avons besoin de solidarité et nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Alors à partir de 10 millions d'euros de patrimoine, nous allons fiscaliser et recueillir chaque année environ 10 milliards de recettes fiscales supplémentaires. La justice sociale, c'est notre service de santé publique qui est à bout de souffle. Après avoir fermé des milliers de lits, supprimé des milliers de lits, aujourd'hui, on ferme des services faute de soignantes et de soignants qui ont été tellement maltraités pendant si longtemps. Alors il nous faudra recruter 100 000 soignantes et soignants et les rémunérer correctement, dignement, à la hauteur des meilleurs de nos partenaires européens. Il nous faudra sortir l'hôpital public de la tyrannie comptable de la tarification à activité. Et puis, 6 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant. C'est juste inadmissible. C'est juste inconcevable. Donc nous allons faire en sorte que, sans tabou, les conditions d'installation soient revues. Il y a d'ailleurs des prémices. Nous avons vu qu'un modèle s'installe, souvent grâce à l'initiative des collectivités locales, un modèle de maison de santé qui permet un salariat, qui concilie à la fois une présence sur tous les territoires, mais aussi une qualité de vie pour les praticiens et les praticiennes. Nous allons faire en sorte, je le répète, sans tabou, de veiller à ce que les conditions d'installation permettent à toutes les Françaises et à tous les Français d'avoir accès à des médecins traitants. La justice sociale, c'est un secteur qui a l'air de vouloir nous échapper, nous, dans notre état de droit. C'est l'ubérisation de l'économie.
C'est le fait que dans nos états de droit, dans notre état de droit ici et dans les états de droit d'Europe, des catégories de personnes échappent au droit parce que des plateformes numériques les surexploitent, nient leurs droits. L'État social doit veiller à ce que quel que soit le statut juridique, les conditions pour l'exercice des droits soient réalisées. Nous veillerons donc à ce que cette ubérisation cesse d'être une zone de non-droit et que les personnes qui y travaillent aient droit aussi à des salaires corrects, décents, aient droit à la retraite, au congé de maternité, au congé de paternité. Nous y veillerons et l'Union européenne s'en est saisie avec le projet de directive qu'elle a présenté début décembre. Et puis le troisième, je vous ai parlé de l'émancipation de la jeunesse, je vous ai parlé de la justice sociale. Le troisième grand axe prioritaire, c'est l'écologie. C'est l'affaire du siècle, nous le savons. Nous le savons. Je veillerai à ce que les ressources et les investissements français et européens dans la recherche nous permettent de passer rapidement et en sécurité à la nécessaire transition écologique. Décarboner, assurer les nouvelles mobilités, veiller à ce que l'économie numérique consomme de moins en moins d'énergie parce que nous savons à quel point elle est énergivore, accompagner ces entreprises qui relocalisent et qui produisent en France, améliorer, augmenter le bonus écologique sous condition de ressources parce que nous le devons aux personnes qui ont des revenus modestes. Pour les produits de l'agriculture biologique, je veux une TVA à taux zéro. C'est un sujet européen. Ce sera une de mes grandes batailles avec l'Union européenne, qui est notre espace de justice sociale, qui doit devenir un espace d'harmonisation fiscale et qui est un espace de droit et de liberté. Enfin, le quatrième grand axe de priorité, c'est la République. Important s'il en est. La République est le cœur battant de la République, l'école, le creuset citoyen. Nous savons tous les ans que l'école est un lieu de reproduction sociale, donc de reproduction des inégalités sociales et familiales. Nous allons y mettre un terme. Nous allons veiller à ce que les écoles sous contrat participent à la mixité sociale et entrent donc dans la carte scolaire. Et pour les écoles hors contrat, nous allons veiller à ce qu'elles respectent les valeurs et les principes de la République et prendre les dispositions nécessaires en cas de constat de non-respect de ces valeurs et de ces principes de la République. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Et nous avancerons ensemble. Nous avancerons ensemble. Nous savons que c'est l'histoire de France qui a fait et qui fait la France telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis née et j'ai grandi dans ce qu'on peut appeler le territoire mondial de la France, plus précisément dans un bout de l'Amazonie. Nous savons donc depuis longtemps et de tout près à la fois l'hospitalité, la fragilité, la prodigalité de la diversité, mais aussi les blessures, les mutilations, les traumatismes infligés à la nature. C'est d'ailleurs depuis l'Amazonie que, par l'observation satellitaire, nous avons appris la finitude de la planète. Ce sont ces observations qui nous ont alertés sur l'état de la couche d'ozone. Nous avons besoin de ressentir pleinement notre immense diversité. Je sais ce que les langues et les cultures régionales apportent à l'imaginaire commun, la part qu'elles prennent dans le patrimoine national. Et lorsque nous interrogeons les traditions, nous le faisons avec la boussole des valeurs humanistes qui ne transigent ni sur la dignité des personnes, ni sur les libertés individuelles, ni sur l'égalité.
C'est ce que nous permet la République indivisible. La République indivisible et laïque. Indivisible parce que nous sommes différents, nous sommes singuliers, nous avons des expériences personnelles, familiales, territoriales, professionnelles, culturelles, variées. Nous sommes différents. Nous sommes athées, libres penseurs, agnostiques, croyants. Nous sommes différents. Et la République est indivisible parce que la société n'est pas uniforme. Mais elle est laïque. Elle nous permet de tenir ensemble. C'est pour cela qu'elle est notre bien le plus précieux. C'est elle qui nous permet de penser un destin commun. C'est pour ça que nous allons la défendre avec la plus grande vigilance et une totale intransigeance contre toutes les attaques, les plus sournoises et les plus frontales. Mais nous allons mettre la même vigilance et la même intransigeance dans la lutte contre les discriminations et contre les stigmatisations, ces morsures qui touchent le cœur, l'esprit et qui surtout au quotidien empêchent d'être, empêchent d'agir, empêchent de vivre. Nous allons faire tout cela ensemble parce que nous en sommes capables. Nous allons le faire en discutant, en nous disputant parfois. Nous allons le faire parfois dans l'incompréhension, de temps en temps avec amour. Ça n'est pas obligatoire, mais ça n'est pas interdit. Nous sommes une grande et belle démocratie. Nous saurons concilier la solidité et la modernité de nos institutions. Nous saurons concilier l'objectivité et l'exigence avec l'attention à chacune et à chacun, et notamment aux plus vulnérables. Ce sera le ressort de ma présidence, et ce sera l'œuvre du peuple, de vous, de nous. Ouais.